Pour retrouver, et oui, bienvenue dans le Before GG en ce vendredi dernier et aussi premier numéro de la semaine puisque c'est un numéro unique. Vous êtes des millions, voire des milliers à nous suivre ici en Guinée, à travers le monde, à la radio, mais aussi à la télévision. On ne vit qu'à travers vous, chers téléspectateurs, auditeurs. Sans vous, pas d'émission. Et vous le savez, c'est une tradition ici. Le principe du mort kilométrique nous intéresse. Le train passe tous les jours, ce n'est pas de l'information. Mais aujourd'hui, le train n'est pas passé et ça nous intéresse. Aujourd'hui, il n'est pas passé. On va poser le débat avec nos chroniqueurs. Du jour, la réussite d'une transition se mesure par l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes, selon plusieurs observateurs avertis. Aujourd'hui, au-delà du fait que le sujet ne soit toujours pas à l'ordre du jour, après 2 ans de transition avec le CNRD, la question de l'organe devant organiser les futures élections crée une vague polémique au sein de la classe politique. Pourtant, le président de la transition a déjà tranché sur la question depuis Abel Lurette, Mamoudou Babila Keïta et toute l'équipe reviendront sur cette actualité majeure. À Kaloum, 2 familles se trouvent déchirées dans une guerre de succession autour de l'héritage d'un homme dont toutes les parties disent être les petits-enfants. L'affaire remonte à plusieurs années. La justice guinéenne semble être le nœud du problème au lieu de chercher à avoir un visage humain. Récemment, elle a décerné un acte pour déguerpir l'une des parties sur le terrain au profit de l'autre. Caps et Babila se sont intéressés au dossier. Vous aurez les révélations dans un court instant. Eh bien, placé sous le thème études supérieures et pratiques professionnelles, le défi des compétences et de l'employabilité, la 4e édition du Forum de l'étudiant guinéen fait pour objectif général d'offrir aux participants sur 3 jours un espace d'échange intellectuel et ludique d'information, de sensibilisation et de vision d'expérience et de collaboration, entre autres les acteurs de l'éducation, agents socio-économiques, personnalités publiques et intellectuelles des sociétés publiques savantes autour de la problématique de l'employabilité des futurs diplômés de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons comme invité M. Kerno Amidouba. Il est le chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Il sera notre invité dans le Before GG. Si c'est maintenant, vous vous installez devant votre lucarne joyeuse. Merci de nous rejoindre ici en Guinée et à l'international. Sur Espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité, la quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before DGG, tous les matins, 9h midi. De retour sur ce plateau, le Before GG, tous les matins, 9h midi, avec l'équipe résolu à vous servir jusqu'à 12h. Eh bien, ils sont là avec nous. Caps qui nous a rejoint. Notre député, maire, bientôt les élections. Il se prépare aussi. Ouais, bonjour Caps. Bonjour Djiba Minimono. Bonjour à tous. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Dans cette émission, nous avons également l'autre maire qui est avec nous. Il est député Caps et Alphonse, lui, est maire. Alphonse, bonjour. Bonjour Djiba, bonjour à tous. Bientôt les élections. Bah ouais, les mandats des maires sont finis, donc il faut qu'on se prépare à prendre les communes. Désormais, on ne veut plus de communes qui ressemblent à des antichambres du ministère de l'administration. Il faut que ce soit des collectivités qui décident pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Il ne faudrait pas que des politiques nous tombent dessus, comme c'est le cas aujourd'hui. Les communes en République de Guinée ressemblent qu'à des petites poches du ministère de l'administration du territoire. Pendant que dans la sous-région, quand vous voyez les réalisations des maires, vous posez la question si ce n'est pas des concurrents au président. Je pense que c'est l'occasion de réviser le code des collectivités locales. C'est extrêmement important. Il faut poursuivre la décentralisation. Parce que le code des collectivités locales. Mais le problème est que le problème est que même dans il faut le réviser dans sa forme actuelle. Le découpage administratif, il faut le revoir. Matoto, pourquoi ne pas avoir 2 maires pour Matoto avec Matoto qui grandit. Pourquoi ne pas faire une commune centrale à Conakry, la mairie centrale, comme à Dakar. C'est surtout à ça qu'il faut passer. Justement, il faut y penser. Ratoma peut avoir 2 maires aujourd'hui avec la démographie. Et sans compter qu'il y a les revenus propres et les revenus partagés. Je pense qu'il faut tout transférer aux collectivités parce que si on partage des revenus qui sont indispensables, tels que la TUV,
ça n'aide pas les communes à mobiliser les ressources, sans compter les compétences ça fait qu'aujourd'hui, aucune commune en Guinée, par exemple, n'arrive à poser d'action. Le seul maire de commune dont je me souviens qui est parvenu par ses moyens et son agenda à poser des actions, c'est l'ancien maire de Kindia, Dramé. Dramé, à l'époque, était parvenu avec ses contacts et son carnet d'adresse à faire de Kindia une ville modèle, sans que l'État ne participe forcément. Mais aujourd'hui, on a des maires qui pensent qu'ils sont des adjoints au ministre de l'administration du territoire ou même au gouverneur de la région. Pendant que les maires qui sont élus sont plus puissants que le gouverneur. Justement. Parce que le gouverneur, c'est la tutelle. Mais le gouverneur n'a pas élu un maire. Justement, malheureusement, quand le gouverneur tape du poing, tous les maires accourent. C'est parce qu'ils ne connaissent même pas leurs prérogatives. Justement, c'est pourquoi on dit le ministère de l'administration du territoire. L'administration du territoire, c'est la déconcentration, gouverneur, préfet et autres. Et décentralisation, ce sont les collectivités qui sont en principe aussi indépendantes. Nous avons Mohamed Ali qui nous a rejoint avec nous, toujours en t-shirt. Aujourd'hui, il est en blanc et c'est une bonne nouvelle pour Guillaume. Pour Guillaume, ah oui, c'est une bonne nouvelle. Mohamed Ali, bonjour. Eh ben, tu viens de te tromper parce que il est en paix. Une bonne nouvelle. Mais tu devrais, tu es en mode paix, Mohamed Ali. Non, quand ça devrait être un bon jour pour. En blanc. C'est parce que tu l'as pas remarqué les vendredis. Oui, je sais, je le toujours en blanc. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour Guillaume parce qu'en fait, ce qui se passe là-bas, il faut le dire aussi. Oui. Aujourd'hui, aucun directeur n'aime Guillaume. Oui. Personne ne veut de lui parce que Guillaume, ce qu'il a en train de faire, aucun directeur ne l'aime. Oui, aucun de ses directeurs. Ce que Guillaume fait à ses directeurs, c'est pas acceptable. Je suis en train de dire que c'est le seul conseil de cabinet où à la fois le directeur et ses adjoints sont convoqués. Il dit au directeur, donne des explications. Lui donne des explications. Après, il dit à son adjoint, bon, qu'est-ce que tu en penses en fait? Et puis celui-là aussi donne son avis sur ce qui est en train de... Ah, vous pouvez vérifier. Hein? Moi, je ne dis pas le dernier conseil de cabinet. Si je ne raconte pas de bêtises, vous pouvez interroger deux directeurs dont je vais donner les noms. Le directeur de l'INRAP, par exemple, directeur Malik, interrogez-le. Il en sait quelque chose. Le directeur de la formation continue, M. Fassou, interrogez-le. Il en sait quelque chose. Quel autre? Le directeur de l'enseignement fondamental, le monsieur là, il est l'homme de lui-même en fait. C'est lui qui a failli faire perdre le département parce qu'on me dit qu'il ne maîtrise absolument rien de l'enseignement fondamental et quand le Premier ministre est venu pour l'évaluation, c'était la cata. Sauf que c'est à cause de lui aussi si le département a été sauvé. On peut expliquer ça d'une autre manière. Enfin bref, ce que je suis en train d'expliquer. Il y a un problème de leadership. C'est qu'au niveau du MENA, au niveau du MEPUA, du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, le leadership à la Guillaume, ça exacerbe tout le monde est énervé contre et personne n'arrive à le comprendre. En fait. Guillaume doit aller à la guillotine. Oui, enfin, je suis en train de dire que, à part son cabinet, les membres de son cabinet, 2 ou 3 personnes, surtout dans son cabinet, qui sont autour de lui, tous les autres ne sont pas. Il ne fait pas bon ménage avec le secrétaire général. Vous savez que son problème avec le secrétaire général est allé d'ailleurs jusqu'à la présidence, à un moment donné. Donc, ils ne sont pas tout d'accord. Le monsieur, lui, il se contente de faire son travail et observe le reste. Mais personne n'accepte le management parce qu'en fait ce n'est pas du management. Ce qu'il est en train de faire, c'est de l'immixtion dans les différents services, dans les différentes directions. Et là, les gens n'arrivent même plus à travailler. Non seulement ils n'ont pas de ressources pour travailler, mais ensuite ils n'ont pas les moyens pour travailler. En plus, ils se sentent contrôlés, ils se sentent, comment on appelle ça, espionnés. Les directeurs, ils se sentent espionnés, ils n'ont pas la main. Donc, ils ne peuvent pas non plus dire quelque chose parce que tout simplement c'est le ministre, il a le stylo facile pour sanctionner les uns et les autres. Il y a énormément de directeurs que je connais qu'il a sanctionné ou qu'il a tenté de sanctionner. De l'autre côté, il faut rappeler que les responsables d'école sont aussi soumis à une pression mais extraordinaire du ministre Guillaume. Alors depuis qu'il a parlé, évoqué cette histoire de table banc, on le disait ici la semaine dernière. Depuis qu'il a évoqué cette histoire de table banc, les responsables de ces écoles ne savent plus quoi faire. Souvenez-vous, l'année dernière, si ma mémoire est bonne, il était allé vers la Haute-Guinée, je pense que c'est à Cancan. Lorsqu'il a trouvé les élèves par terre, il a viré les responsables d'école. Alors, imaginez que dans les écoles, il n'y a pas de table banc. On le disait ici la semaine dernière. Et que le ministre ait dit publiquement que personne, aucun parent d'élève ne doit acheter les tables bancs. On sait également que dans ces salles de classe, il n'y a pas de table banc. Les directeurs, ils font comment? Et personne ne veut être indexé, on le disait ici la semaine dernière. Mais au-delà de ça, ces responsables d'école sont confrontés à des difficultés très énormes dans la gestion des écoles. On leur demande des résultats et on leur retire presque toutes les prérogatives et tous les moyens. On leur donne absolument rien comme financement. Il faut décentraliser les moyens. Absolument rien pour pouvoir réussir leur mission. Cette organisation
crée une sorte de désorganisation, même au sein des établissements scolaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, du département ministériel jusqu'aux écoles primaires, eh bien, tout est désorganisé. Rien ne fonctionne par le fait d'un seul leadership, le leadership de Guillaume. Ce n'est pas acceptable du tout. Je pense qu'il faut le dire, il faut le dénoncer. Ce que je suis en train de dire, je le dis, je le dis dans une émission à grande écoute, les uns et les autres peuvent vérifier. Parce que ce que je dis, c'est vérifier. Interrogez les directeurs dans les écoles. S'ils acceptent de vous parler, vous verrez bien les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et interrogez les responsables au niveau du département. Vous comprendrez effectivement jusqu'à quel niveau ceux qui sont censés avoir la tranquillité pour travailler sont déstabilisés, ne sont pas du tout tranquilles. Je pense que ce n'est pas acceptable à un moment donné pour notre système. Et moi, je continue à l'évoquer pour l'éducation. Je continue à l'évoquer parce que pour moi, l'éducation est une priorité. Priorité, normalement. Il n'a de richesse que d'homme. Priorité. Et tout le monde doit accorder une priorité là. Et j'ai toujours l'habitude de répéter cette phrase de Mohamed Kamara, notre bien-aimé Mohamed Kamara, qui ne prend plus la parole dans les médias. Les hommes les moins incompétents doivent avoir des postes, doivent être nommés à des postes où ils peuvent faire moins de dégâts. Guillaume, c'est un gros dégât pour le ministère de l'enseignement pré-universitaire. Ce qu'il est en train d'abîmer, si jamais il n'est plus ministre dans l'année-là, son successeur va mettre 2 à 3 ans pour revenir au même niveau où Guillaume a pris le département. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que lui, il va en reculant. C'est quelqu'un qui tire en reculant, en fait. Il enfonce le département. Donc c'est lui qui va venir. Son travail va être... Qu'est-ce qu'il faut faire, Mohamed Ali, pour aller rapidement? D'abord changer, Guillaume. D'accord. Le message, il est passé. Voilà, c'est ce message qu'on attendait. On va dire bonjour à la Sansako. Bonjour. Bonjour Diba, bonjour à tous. Merci, bien habillé ce matin. Voilà, merci beaucoup. Merci, deux questions essentielles. On a parlé de la décentralisation avec les communes et les maires. On en parlait, moi, dans une de nos émissions ici, des lampadaires. L'éclairage public ailleurs, c'est les maires qui s'occupent. C'est les maires qui ont la police en ce qui concerne ces lampadaires. Malheureusement, vous le saviez, en janvier 2023, c'est le président même de la transition qui avait demandé à ce que les lampadaires à l'époque, à l'aide des panneaux solaires, soient remplacés par des lampadaires électriques. Et aujourd'hui, beaucoup parmi ces lampadaires-là ne fonctionnent pas. Il y a eu des raisons. Il y a que à arriver un accident sur un seul poteau, tout un quartier, on va dire, une route la ligne est affectée. Et nous, ça fait plus d'un mois, et pas que seulement, ce n'est qu'hier. Et comme par enchantement, toute la T4, T5 est allumée. Donc, je pense que ces réformes-là doivent toucher et qu'il y ait une certaine indépendance au niveau des communes et au niveau des maires. Justement, merci beaucoup. Il est avec nous, Babila, qui nous a rejoint. Bonjour, Babila. Bonjour, Diba. Merci d'être là. Bonjour aux autres. Bonjour à tous ceux qui nous pratiquent dans les 4 coins du pays. Je voudrais passer cette information rapidement, Diba Milimono. La poursuite des assaillants le 4 novembre dernier, la course s'est terminée du côté de Samatran. Vous avez vu les images. Justement. Une maison qui avait été arrosée par des balles, alors que ceux qui étaient pourchassés ont été mis, n'est-ce pas, hors d'état de nuire. Hors état de nuire, ont été neutralisés à la devanture de la cour. Il y a une dame en état de famille qui était dans cette cour-là, qui n'a pas pu gérer, n'est-ce pas, cette, disons, perturbation, le traumatisme qu'elle a subi ces jours. Avec ses enfants, son mari n'était pas à la maison. Elle a été obligée, parce qu'on a fait un déplacement sur les lieux, on va produire un magazine sur tout ce qui s'est passé là. La dame a déplacé le congélateur pour se cacher derrière elle et son enfant. Vous allez voir que même l'armoire qui se trouve être dans la chambre a été perforée, traversée par la balle. Le mur, la balle s'est logée à quelques centimètres, n'est-ce pas, du lit où on pose la tête. Finalement, cette dame, la grossesse n'a pas pu continuer. À 7 mois et quelques jours, elle a accouché. Elle a accouché. Et on sait... Depuis ces jours, Guy Bamilimono, aucune autorité ne s'est transportée là pour tenter d'évaluer les dégâts. D'abord les dégâts, parce que vous n'allez pas arroser des appartements privés
un domicile privé perforé à tous les niveaux, que personne ne vienne après pour dire, eh bien voilà, on va réparer ou on va... Ce ne serait-ce que faire le constat. Payer le dommage qui a été causé. Rien de tout cela, on leur a abandonné à eux-mêmes. Et pire que ça, quand nous sommes rendus sur le terrain, on a l'impression que ces familles sont même surveillées. Que ces familles sont surveillées et tous nous disent être sous le traumatisme. Ils ne sont pas rassurés, ils se disent à tout moment, ils peuvent se réveiller dans une situation inattendue. Des vieilles personnes qui sont cardiaques, des personnes qui traînent des pathologies. Justement, qui sont hypertendues et tout. Hypertendues. Tous ces gens aujourd'hui vivent avec la peur au ventre. Et ne savent plus à quel sens se vouer parce que tout simplement l'État qui est censé leur garantir la sécurité. La sécurité, c'est ce même État qui s'est rendu coupable de la situation dans laquelle ces familles se trouvent aujourd'hui du côté de Samatra. C'est dommage encore. J'espère que ce message va être bien compris au niveau des autorités pour prendre des mesures pour ces dames, mais aussi ceux qui sont tout autour du site. On revient à cette actualité, Caps, et sa sortie, c'est comme si on avait jeté un pavé dans la mare. Ousmane Gawal, l'Internet n'est pas un droit. Est-ce qu'il a oublié de rajouter « soit » n'est pas un droit en soi? Est-ce que c'est ce qui fait que la syntaxe n'était pas bonne et que la cité s'embrase? Bah écoute, Djiba Minimono, la méthodologie avec laquelle j'aborde cette affirmation du ministre porte-parole du gouvernement, d'ailleurs il faut le rappeler, de surcroît il est ministre des télécommunications. Et ça c'est important de le signifier parce que c'est son département, ce département relève de lui, donc il n'y a personne mieux que quiconque qui puisse maîtriser effectivement ce qui se passe dans ce département-là. Alors, pour mieux aborder la question, je vais me mettre dans la peau du ministre et faire valoir l'empathie, chercher à le comprendre pour comprendre quelles sont les raisons qui puissent justifier cela. Et je vais m'efforcer vraiment à le faire. Ça paraît ridicule et ça veut faire rire les gens, mais vous comprendrez pourquoi. Quand le ministre Ousmane Gawal dit que Internet n'est pas un droit, ça veut dire que c'est un service ou c'est une commodité tout simplement pendant qu'on est à une époque où Internet devient une nécessité inaliénable. Il faut le rappeler. Mais au-delà de ça également, il faut voir la sortie du ministre porte-parole comme une justification possible de ce qui est en train de se passer, depuis très longtemps, pour nous dire désormais, peut-être que le gouvernement, de façon restreinte, est en train d'analyser une nouvelle politique pour pouvoir réguler l'accès ou le droit numérique, le droit à Internet, etc. Peut-être qu'ils sont en train de se mettre dans une telle logique. Mais sauf que, ce qui est regrettable dans tout ça, Djiba Minimono, il faut quand même le dire, pratiquement, on est à une semaine où on sent qu'il y a une forme de restriction de Internet. Là où on peut être d'accord avec lui, Internet n'est pas coupé en Guinée. Et d'ailleurs, personne n'a dit que Internet est coupé en Guinée. Vouloir dire, quand le ministre dit que, mais vous savez tous que Internet n'est pas coupé en Guinée, c'est de fuir la véritable question, parce qu'en réalité, tout le monde est d'accord avec le fait qu'Internet n'a jamais été coupé en Guinée. Si Internet avait été coupé en Guinée, l'accès au VPN n'aurait pas été possible. Et quand il dit que la preuve qu'Internet n'est pas coupé en Guinée, tous ces journalistes qui sont dans cette salle-là, vous passez vos longueurs de journée à m'écrire, mais à travers Internet, sauf qu'en réalité, pour que ces gens puissent le faire, ils utilisent le VPN, et le VPN souvent est utilisé quand il y a une forme de restriction d'Internet, quand il y a une restriction, et ça fait que finalement, pour que les gens puissent contourner cette restriction-là, ils utilisent donc les VPN, pouvant les permettre de pouvoir y accéder. Mais là où c'est regrettable, et c'est vraiment dommage pour un pays qui se respecte tant et pour un gouvernement qui se dit que nous sommes là pour le peuple, nous sommes les esclaves du peuple, nous sommes les employés du peuple, parce qu'il faut le dire, ils sont là pour ça. La réalité, c'est que quand un acte comme ça se pose, pour ne pas laisser place à la spéculation, il faut sortir un communiqué. Mais le gouvernement est resté bouche cousue par rapport à la question-là. On n'a attendu aucune communication officielle qui puisse même dire que nous connaissons des perturbations en lien avec Internet. Voilà. Si limite ça avait été fait, là, on aurait pu taire certaines spéculations, on aurait pu laisser entendre d'autres choses et les gens seraient sur d'autres jugements. Mais là, ça paraît
clairement qu'on ne respecte même pas cette population-là. Et d'ailleurs, ce qui est grave et ce qui est dangereux, c'est que le fait même d'utiliser les VPN, ça expose le pays, ça expose les données du pays. Parce qu'en réalité, quand j'accède à VPN, ça veut tout simplement dire que l'usage des données-là sera à travers un autre pays. Par exemple, même quand vous utilisez les VPN, on te dit que ton VPN, par exemple, en le configurant, c'est au Portugal, tu es en train de l'utiliser, c'est peut-être en France, c'est au Strandlinka là-bas, etc. C'est dans un pays, un autre pays que tu es en train d'utiliser. Ça veut dire que ces gens qui sont derrière ont accès aux data, aux données du pays. Ils sont en train de pouvoir les utiliser. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, là, dire qu'Internet n'est pas un droit en Guinée, c'est laisser entendre que tout comme les droits de la liberté d'expression, que les droits à l'éducation n'est pas un droit, c'est un peu un certain nombre de choses que ça sous-entendrait. L'idéal aujourd'hui, ce n'est pas de fuir, la problématique. L'autre élément que j'ai envie de rappeler, Djiba Minimono, quand le ministre porte-parole du gouvernement dit que vous savez tous, on ne va pas passer notre temps à répéter ça, qu'on a un seul câble sous-marin. Et franchement, ça me dépasse, ça fait pitié. On est dans un pays finalement qui fait pitié quand un ministre qui doit proposer des solutions. C'est pour la première fois le problème de la Guinée, c'est qu'on a un seul câble sous-marin. Plusieurs fois, on n'a qu'un seul câble sous-marin. Imaginez qu'on soit victime d'une attaque cybercriminelle, qu'on soit victime d'une telle attaque et que ce seul et unique câble sous-marin arrive à avoir un problème. Ça veut dire que Internet serait désormais le Sénégal, je crois, aujourd'hui, sont autour de 4. Exactement. Le ministre qu'il est, à mon avis, c'est honteux de même affirmer qu'on n'a qu'un seul câble aujourd'hui. Aujourd'hui, quelles sont les véritables réformes que ce gouvernement est en train de mettre en place à travers son département pour que nous puissions avoir limite 2 câbles sous-marins si la question se trouve à ce niveau-là. L'autre élément, Djiba Minimono, il faut que le gouvernement ait le courage de communiquer avec le peuple, de dire quelles sont les raisons qui expliquent ça. Mais la réalité, on est dans le déni de la réalité. Et ça, encore une fois, ce n'est pas bien. Et l'autre élément, pour terminer là-dessus, Djiba Minimono, si on avait des outils, des instruments qui étaient en capacité aujourd'hui de contrôler les pertes que les gens pouvaient envisager et subir au travers de ce dommage qu'on a connu pendant une semaine, vous imaginez? Une semaine, on n'a pas accès à Internet. C'est beaucoup de dégâts. C'est beaucoup de dégâts, c'est beaucoup de pertes. Et je me dis encore une fois, il faut respecter le peuple de Guinée. Il faut respecter, comment on appelle ça, ces citoyens, c'est tout simplement. Et tout simplement nous prendre au sérieux. Merci beaucoup, Caps. Allez-y. Il y a une chose qui est indéniable, c'est que le ministre Ousmane Gawal fait partie des ministres préférés du président de la transition. En tout cas, il l'aime. Ça, on le sait. Maintenant, puisqu'il l'aime, moi, je lui fais une suggestion. Il peut le nommer ambassadeur. Il peut le nommer ambassadeur dans un pays où il y a moins de Guinéens, en fait. C'est-à-dire, il imagine, il remarque, on dit, bon, dans quel pays au monde il y a moins de Guinéens? On dit, bon, c'est Sri Lanka, au Kazakhstan, on dit il y a 5 Guinéens. Et puis on nomme Ousmane Gawal ambassadeur là-bas. Ou en Papouasie. Voilà, en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Vous savez pourquoi on doit le nommer là où il y a moins de Guinéens? Parce qu'il va énerver moins de personnes, en fait. Il va énerver moins de personnes. Ousmane Gawal, ce sont les Guinéens qui l'amènent à se comporter de la sorte. C'est ce que je remarque en réalité. Donc plus il y a moins de monde, plus il est démuni de sa capacité de provocation en réalité. Parce que vous ne pouvez pas, en tant qu'une institution sérieuse, je parle du gouvernement là, et vous êtes porte-parole du gouvernement, vous êtes ministre des Postes et Télécommunications, vous êtes donc un homme d'État. Vous êtes avant ça, vous avez été dans l'opposition, vous avez dénoncé cette situation. C'est pratique. Vous ne pouvez pas vous arrêter et dire que vous n'êtes pas au courant qu'il n'y a pas de problème avec l'Internet en République de Guinée. C'est inadmissible. Je pense que c'est une provocation. Mais c'est fait à dessein. Parlez-moi tout le temps, en bien ou en mal, mais parlez-moi. Parlez de moi. Vous connaissez le principe. Restez, pour qu'il reste au centre des attentions. C'est pas mauvais. On va donc en parler. Mais puisqu'il a évoqué, moi, je vais juste donner deux faits. L'ONU l'a déclaré, ça fait partie aujourd'hui des droits. Ça fait partie des priorités à atteindre d'ici 2030. Faire de l'Internet depuis 2016. Depuis 2016. En 2030, l'Internet doit être un droit fondamental. L'accès à l'Internet de façon universelle doit être un droit fondamental. Il faut le dire au ministre. Il faut le dire qu'en France, depuis 2020, c'est déjà considéré comme un droit fondamental. Il faut le dire que depuis 2021, Covid a montré que l'Internet peut maintenir
maintenir les relations humaines dans des cas pareils. Et à partir de là, l'Internet est devenu un droit fondamental. C'est comme l'accès à l'eau, comme l'accès à l'éducation, c'est comme l'accès à l'électricité, ainsi de suite. Donc la question de l'Internet n'est pas un droit fondamental, il faut aller au bout. Parce que quand vous paraphrasez quelqu'un, je le disais ce matin, un mot n'a de sens que employé dans un contexte. Celui qui l'a dit en premier, on sait dans quel contexte il l'a dit, peut avoir raison. Mais lui, il le dit aujourd'hui, il n'a pas raison. Ce n'est pas du tout vrai. Je pense qu'aujourd'hui, l'État devrait s'atteler à donner des explications. Si l'État, le gouvernement, même pas l'État, si le gouvernement respectait les gouvernés, c'était justement de nous expliquer c'était quoi le problème. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas ignorer que si on a créé un ministère de l'économie numérique, dont il est responsable, c'est parce qu'il y a des activités qui donnent de l'argent à travers Internet, à travers le numérique, et que les gens payent des taxes de revenus, parce qu'ils font ces activités-là, et que les gens gagnent leur vie grâce à ces activités. L'Internet coupé pendant une semaine, le chiffre d'affaires de certains ont baissé. Certains en ont même perdu. Il y en a qui ont perdu des contrats. Il y aura des dépôts de bilan. Il y a des entreprises aujourd'hui, je disais l'autre jour, qui fonctionnent grâce à Internet aujourd'hui. Il y a des réunions qui se font. Qui est-ce que n'a pas un groupe sur WhatsApp? Mais moi, je suis une formation en ligne. Exactement. Actuellement, les Guinéens ne peuvent pas. Exactement. Nous sommes beaucoup de nationalités, on a quitté la plateforme. Bien, donc voilà. On perd une formation parce que tout simplement votre pays a décidé, sans raison valable, de restreindre votre liberté, votre accès à Internet. Donc je suis en train de dire qu'aujourd'hui, l'économie numérique, ce n'est pas un vain mot. Peut-être tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire, mais aujourd'hui, nous faisons effectivement nos business sur de l'Internet. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas dans un groupe WhatsApp ou ne fait pas une activité à travers un groupe WhatsApp aujourd'hui. Il y a des entreprises qui fonctionnent sur cette base-là, il faut le dire. Et à partir de là, lorsqu'il y a un problème, vous informez, surtout quand ça prend une semaine. Vous dites pourquoi. Surtout que personne ne connaît la raison. Ce matin, on interrogeait quelqu'un qui nous disait que certainement, ils sont en train de tester des nouveaux équipements qu'ils sont venus installer. Ou peut-être c'est d'autres raisons, moi, je ne sais pas. Mais personne n'est capable d'expliquer aujourd'hui pourquoi nous avons eu une restriction de l'Internet. Aux États-Unis, quand une telle situation se produit, on envoie des messages. Ça se fait même aux États-Unis. On envoie des messages pour expliquer la raison. Même si elle est ailleurs, mais on fait une communication. On peut le faire parfois pour essayer de cerner des terroristes, filtrer les messages. Mais on envoie quand même un message. Voilà, on envoie un message. De la responsabilité. Quand vous avez une responsabilité, c'est ce qu'on reproche souvent, à EDG. Les coupures intempestives sans information. Quand vous êtes informé qu'il va y avoir telle ou telle chose, vous prenez les précautions, vous préparez par rapport à ça. Mais on coupe l'Internet, personne ne sait combien de temps ça va durer, pourquoi ça a été pas coupé, pourquoi ça a été restreint, combien de temps ça va durer, parce que jusque-là, on parle de rétablissement, mais il y en a qui se plaignent, par exemple, que ce n'est pas encore rétabli. Je pense que c'est tout simplement un manque de respect pour les citoyens. Et les citoyens doivent prendre les dispositions pour cela. Les citoyens, quand je parle des citoyens, je parle des organisations de la société civile. Il y a même des organisations des droits humains qui ont fait une déclaration. Exactement. Donc je parle des organisations de la société civile qui sont vraiment civiles, des organisations des droits humains, des organisations des consommateurs réunis. Je parle de tous ceux qui ont intérêt effectivement à se faire entendre qu'aujourd'hui, il faudrait que ça soit au moins une dernière fois que de telles choses, ces privilèges-là ne doivent plus être réservés aux futurs dirigeants qui arrivent. Donc il faut commencer par ceux qui sont là à leur dire que l'accès à l'Internet est fondamental, on ne peut pas restreindre sans motivation. Merci beaucoup Mohamed Ali. Allez-y Alphonse, sur la même question. N'en voulez pas à Gawal. C'est soit il n'a pas de respect pour nous, ou soit il ne maîtrise pas ce qu'il fait. Parce que quand il dit que l'Internet n'est pas un droit, j'ai envie de le rappeler que ce n'est pas Internet. Internet, ce n'est qu'un outil. Avant, on parlait de nouvelles technologies de l'information. Désormais, on parle de technologies de l'information et de la communication. Il devrait savoir que l'information est un droit, et un droit fondamental. Aujourd'hui, Internet est donc un outil de cette information-là qui est notre droit fondamental. Quand il dit qu'Internet n'est pas un droit, c'est parce qu'il manque de respect aux citoyens guinéens. J'ai envie de savoir, son cabinet juridique est composé de qui? Parce que si un tel discours sort d'un département ministériel et que le département ne fait pas de communiqué pour rattraper la bourde de son ministre... Il l'a fait au nom du gouvernement. Non, attention. Il l'a fait en tant que porte-parole du gouvernement. Il faut préciser cela. Voilà. Dans ce cas, il est urgent que le Premier ministre fasse faire un discours ou un communiqué pour rattraper la bourde de son ministre. Et que des mesures soient prises contre le ministre. Parce que quand Ousmane Gawal vous dit que ce n'est pas un droit, il a envie de vous dire qu'on vous donne Internet pour vous faire plaisir. Il se moque de qui? En fait, c'est comme si on nous prêtait ce service-là. L'État nous rendait ce service. Ce n'est pas un service que l'État nous rend, attention.
Les entreprises qui fonctionnent aujourd'hui par Internet payent des taxes à l'État. L'État a l'obligation de les fournir les meilleures qualités de service. Ces autres entreprises, prenez les médias. Parce qu'il s'est aussi aventuré dans la question des brouillages des signaux des médias. Il nous dit qu'ils ne sont pas saisis. D'accord. Le ministre attend qu'on fasse des courriers en bonne et due forme, qu'on prenne un comité accompagné des imams, des évêques et des féticheurs de ce pays-là pour aller solliciter sa bienveillance pour nous rétablir nos signaux. En fait, il faudrait qu'à un moment donné, parce que cette arrogance, c'est de l'arrogance, il n'y a pas un autre terme, c'est de l'arrogance, c'est de l'arrogance. En fait, cette arrogance-là, on l'a déjà vécue, mais on sait comment ça s'est fini. Aujourd'hui, on a dit qu'on rompt avec les pratiques du passé, il ne faudrait pas que cette même arrogance nous revienne à la figure. En fait, Ousmane Gawal ne peut pas se le permettre. J'étais en train de rire de ça hier soir avec un ami. Je le disais, j'ai dit... C'est l'UFDG qui sort gagnant de cette situation. J'ai dit, au moins, ils ne nous auraient pas amené un ministre des Postes et Télécommunications qui nous aurait servi ça sous leur régime. Parce que, en fait, je me pose la question de savoir, Ousmane Gawal, qui a descendu à l'époque les ministres des Postes et Télécommunications sur des postes qui traînent encore sur Internet, quant à la restriction des réseaux sociaux, viendra nous dire aujourd'hui, dans les mêmes circonstances, pendant lui son règne, que non, il n'y a pas péril à la demeure, ne vous inquiétez pas. En fait, j'ai envie de comprendre la cohérence. À quel moment Ousmane Gawal considère que la restriction des réseaux sociaux n'est pas une menace? L'autre chose qui est ressortie dans un post de Mohamed Mara, qui est assez intéressant, c'est le fait que, quand même, il restreint tous l'accès aux réseaux sociaux. Mais pour communiquer avec leurs proches, ils utilisent les VPN. Non, leurs proches. Ils utilisent les VPN. Moi, Alphonse Mara, je n'ai aucune information stratégique dans mon téléphone. Je n'ai aucun mail professionnel dans mon téléphone. Ce qui fait que, quand je mets mon VPN, les seules informations qui peuvent aller, c'est celles que je mets à la disposition du monde entier. Parce que Facebook, aujourd'hui, traîne dans mon téléphone comme bon lui semble. Mais prenez un ministre qui utilise un VPN, ou un chef de cabinet qui utilise un VPN, un secrétaire général qui utilise un VPN. Vous imaginez le nombre de données qu'on peut tirer dans les appareils de ces personnes-là? En fait, j'ai envie de comprendre où est l'intelligence. Et ça, je ne finis pas de le dire. La seule requête que j'ai dans ce pays-là, c'est qu'on mûrisse, en fait, qu'on traite les questions gouvernementales avec un peu plus d'intelligence. Et cette intelligence-là n'existe pas. Monsieur le ministre doit comprendre, pour ceux qui utilisent les VPN, surtout les utilisateurs d'iPhone, et là, l'ensemble du gouvernement a iPhone. C'est devenu même la marque de l'État. Les Mac et les iPhones. Qu'est-ce qu'ils font? Quand vous utilisez un VPN, quand vous l'installez, on vous demande d'autoriser l'accès à votre téléphone. Et pour autoriser cet accès-là, vous mettez un code. Ce code-là fait du VPN propriétaire de votre téléphone. Ce n'est pas grave, en fait, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous, citoyens, ce n'est pas grave. Mais nos données d'État qui vont se retrouver dans les mains de petits hackers. Parce que quand vous prenez un VPN, chaque 30 minutes, ça vous jette à une nouvelle destination. Vous pouvez rester dans le même pays, mais vous n'êtes plus dans la même zone. Et souvent, quand vous êtes utilisateur de VPN, on vous envoie dans un pays tellement lointain que quand vous voulez accéder à certaines informations, on vous dit non, ces informations ne sont pas accessibles dans tel pays. Vous n'êtes pas dans ce pays. Vous êtes en Guinée. Mais votre VPN vous envoie là-bas. Et ces informations, vous transférez vos infos là-bas. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas nous qui mettons en danger. Nous, on utilise VPN. Les pouvoirs publics sont en train de s'exposer sans le savoir. On est en train d'exposer cette gouvernance-là. On est en train de mettre en danger notre sécurité numérique. Et cette sécurité numérique-là, c'est désormais le principal moyen de défense dont disposent les États. Mais malheureusement, par complexe, par méprisance, par mépris plutôt, nos dirigeants nous offrent au monde et eux-mêmes s'exposent aux plus petits des hackers qui existent sur la Terre. Merci beaucoup, Alphonse. Allez-y, Mamoudou Babila Keïta. Même question, cette sortie du ministre, comment votre grille de lecture, hein? J'en ris tout simplement parce qu'à sa place, je ne me prêterai pas à un tel jeu pour ne rien au monde. Ça veut dire, désormais en Guinée, faire les routes n'est pas un droit pour les citoyens. Fournir de l'eau potable, ce n'est pas un droit pour les citoyens. Donner de l'électricité n'est pas un droit pour les citoyens. Créer de meilleures conditions de vie pour les populations, ce n'est pas un droit.
Donner de l'Internet, ce n'est pas un droit. Permettre aux citoyens d'accéder à des informations n'est pas un droit. Les sociétés de téléphonie qui payent des redevances, les fournisseurs d'Internet qui payent des taxes, ce n'est plus un droit, donc ils sont plus contraints de payer des taxes parce que fournir l'Internet, ce n'est pas un droit. Et puisque ce n'est pas un droit, ce n'est pas non plus une obligation pour ces fournisseurs d'Internet de s'acquitter du paiement d'une quelconque taxe à l'État guinéen. C'est ce qu'il veut dire. On est d'accord? Tout ce que l'État fait, selon Ousmane Gawal, pour la population, notamment la fourniture de l'Internet, c'est de l'aumône. C'est de l'aumône. Eh bien, ils nous les distribuent quand ils veulent, ils nous les coupent quand ils veulent. Et même s'ils en avaient le pouvoir aujourd'hui, l'oxygène que nous respirons, on nous aurait coupé cela pour dire que ce n'est pas un droit. C'est de l'aumône, ce sont eux qui, s'ils avaient ce pouvoir-là, qui nous offrent gratuitement, n'est-ce pas, l'air que nous respirons. Voilà la situation triste et dramatique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. À sa place, si vraiment nous étions dans un État responsable, Ousmane Gawal devrait être débarqué. Parce que c'est une insulte à la population pour laquelle vous avez prêté serment de servir la cause, de servir pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour soi-même. Il a pris des engagements. Le pouvoir en place a pris des engagements. Ils sont venus pour changer les choses, pour améliorer notre condition de vie. Ils ont promis pas mal de choses qu'ils vont faire pour nous permettre de nous sentir dans un état au moins où il fait bon vivre. Où il fait bon vivre. Si lui, aujourd'hui, l'Internet, on sait, le rôle, on n'a pas besoin aujourd'hui de rappeler à un individu sur Terre ce que représente l'Internet dans la vie des populations. D'accord? Que lui, il veuille qu'il prenne le courage, l'audace de tenir un tel propos au nom d'un gouvernement, ça veut dire que tout simplement, peuple de Guinée, le gouvernement guinéen s'en fout de vos préoccupations. Et pour cela, il doit être démis, à moins qu'il soit, n'est-ce pas, en connivence avec tous les commis de l'État pour dire, on est là, on vous offre ces services-là gratuitement, ce n'est pas une obligation. Normalement, le président de la transition doit se défaire d'un tel ministre parce que tout simplement, ça n'obéit à rien et ça ne respecte aucunement pas les engagements pris au peuple de Guinée le 5 septembre 2021. Parce que là, on nous a promis une vie paradisiaque. Et aujourd'hui, tout le monde parle de paradis. Pendant ce temps, des propos, n'est-ce pas, sataniques sont en train d'être tenus. Non, mais quand même, oui, il faut le dire. Oui. Il faut le dire au paradis. Oui. On ne parle pas de coupure d'Internet ou d'électricité. Si lui dit que ce n'est pas un droit, c'est de l'aumône, eh bien, on n'est plus au paradis. On n'est plus au paradis, là, Djiba Milimouno. Merci. Et tout langage qui ne vient pas du paradis, c'est le langage qui vient de l'enfer. Et l'enfer est commandé par Satan. Merci. Non, mais on est d'accord. Oui. L'autre pan de cette intervention que qui a attiré aussi mon attention, c'est par rapport au brouillage des ondes. Au-delà, il a parlé de la... Il s'est fait professeur en journalisme. Il donnait même des cours à nos confrères qui étaient là, à l'occasion de cette conférence de presse où il parlait de responsabilité des journalistes. De qui se moque Ousmane Gawal Diallo? Lui donner des cours de responsabilité à quelqu'un dans ce pays? Ne pas diffuser certaines informations sur la place publique? Bon sang de bon Dieu, où allons-nous? Une telle personnalité publique, je vois ses déclarations sous mes yeux. Il disait ici, il y a quelques années, qu'il n'est pas interdit de tuer un président de la République. C'est pas moi qui l'ai dit. Il l'a dit publiquement, Ousmane Gawal. Il dit que le peuple de Guinée doit absolument montrer sa détermination à défendre ses droits inaliénables. Tous dans la rue, mardi 25 octobre 2018. Ils sont tous dans la rue. Il a invité. Aujourd'hui, ceux-là qui appellent, qui invitent à aller manifester, ils disent qu'ils font de l'incitation à la révolte. C'est une rébellion, c'est ceci, c'est cela. On les qualifie de tout. Ousmane Gawal, il disait ici 24 morts. Et Papi continue sa tournée comme si de rien n'était, vivement 2020 pour renverser Alpha Condé. C'était des propos qu'il tenait. D'accord? 24 morts. Papi se promène tranquillement. On est à combien de morts aujourd'hui? Ousmane Gawal parle comme bon lui semble. Ousmane Gawal fait dans le rikiki.
Hein? On est à combien de... Lui aussi, il sait ça. Il dit, parlons comme Alpha. Frappez toute personne qui se présentera devant un bureau de vote le 1er mars 2020, quand on allait vers le référendum. C'est Gawal qui l'a dit. Que quelqu'un dise aujourd'hui publiquement, frappez Ousmane Gawal partout, vous le retrouvez. Qu'est-ce qu'on dira? Directement, on dira menace contre lui, on va vous coller un procès où vous n'allez pas vous retrouver. Personne ne va se permettre de lui dire. Et ce sont ses déclarations, ce n'est pas moi, c'est lui qui le disait. D'accord? Il parlait de communication. Il a même publié une tribune à l'époque de Ali Ouba qui était intitulée « La communication démagogique ne peut soigner l'image d'une dictature ». Eh bien, M. Ousmane Gawal, je vous renvoie à ces propos-là. C'est vous qui l'avez partagé sur votre page les années antérieures. La corruption, un serpent guinéen. C'est lui qui le disait. Ce serpent est vivant encore et sa mort, ici dans ce pays, sa mort, au point que nous sommes en train de mourir à petit feu de ces morsures de serpents. Hein, des serpents avec... Référence faite à la corruption. Référence faite à la corruption. Oui. Et combien de déclarations incendiaires Ousmane Gawal a tenues dans ce pays, Djiba Milimono? Que lui, il veille rappeler aux journalistes leurs responsabilités. Bon sang de bon Dieu, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Merci Où beaucoup. allons-nous avec ça? Je vais terminer là-dessus. Rapidement. Il dit de se référer à la HAC pour avoir... Non mais, le super, le tout-puissant ministre, porte-parole du gouvernement, il faut désormais se référer à la HAC si on veut lui poser des questions pour savoir ce qui se passe dans le pays. Bon sang de bon Dieu. J'ai la loi, la L003 sur la HAC. Vous ne verrez nulle part que les journalistes doivent passer par la HAC pour avoir accès à l'information publique. Monsieur le ministre, vous qui ne... Il y a la loi d'accès à l'information publique que le ministre ne sait pas. C'est lui-même qui ne maîtrise pas les textes de loi. Quand il rappelle aux journalistes, vous connaissez la loi, c'est lui-même qui ne maîtrise pas les textes de loi. Merci beaucoup, nous Babida. ne sommes pas obligés et il n'y a rien qui nous contraint, qui nous oblige à passer par la HAC pour avoir accès à ces informations publiques. Et pour terminer, les dossiers judiciaires, que quand un dossier judiciaire, on fait des procès dans nos studios, eh bien, monsieur le ministre, bon Dieu, merci. L'accident du destin fait de certaines personnes, des autorités, qui ne doivent en aucune... Si ce n'est vraiment cet accident du destin, il y a des personnes qui ne doivent en aucun cas, en aucune manière, se retrouver à un certain niveau de responsabilité parce que tout simplement, eh bien, c'est des petites gens. Merci beaucoup, Alassane Sako. Oui, non, on va vous revenir. Alphonse, on va vous revenir. Moi, rapidement. Dans ce studio, je suis en train de voir des bons Guinéens qui veulent donner des leçons, rappeler les terminologies, faire des dénominations à un ministre quand même qui était là, dans l'opposition, et qui connaissait un peu les tares, les problèmes que le régime déchu avait dans n'importe quel secteur et qui avait quand même dans son monde ses solutions à lui. Il vient au pouvoir, il se fait comme quelqu'un qui ne connaît pas ce qui se passe. Si vous vous déclarez solution des problèmes, quand vous venez, vous ne parlez pas. Vous mettez en place. Moi, je prends cette situation comme une honte nationale, mais aussi de l'irresponsabilité. Gawal vient pour la solution et pendant le CNRD, 2 sociétés de téléphonie mobile tombent. Vous les connaissez. Une administration sérieuse, qu'est-ce qu'elle fait? Les sociétés quand même qui embauchent pas mal de Guinéens devraient permettre à ces sociétés-là de se relever, de les booster. C'est ça une administration sérieuse. Mais on met de côté cela. De l'autre côté, des efforts ont été fournis par des gouvernements passés pour nous permettre cette indépendance, cette souveraineté numérique dont on parle. Il vient, au lieu de nous permettre cela, on dit non, on va mettre en place une autre société nationale, Guinée Télécom. Il ne réussit pas cela. Le peu que nous avons, promis le premier d'ici la fin du premier semestre 2023. C'est ce que je dis. On est la fin de l'année, aucun signal. C'est ce que je dis. Il ne réussit pas cela. Nous sommes quand même au 21e siècle. Quand Gawal dit que l'Internet, c'est pas un droit, mais qu'il coupe en même temps le téléphone, parce que l'Internet, c'est un dérivé du téléphone.
Et même à ce niveau, aujourd'hui, vous avez des unités, vous appelez quelqu'un, à un moment, les appels s'entrecoupent, vous ne comprenez pas ce que l'autre dit et vos unités partent. Vous nous exposez en procédant ainsi. Quand je dis nous, la Guinée, on a des secrets à nous, on a des stratégies à nous. La Guinée a une identité. On a des données. On a des données. Si vous ne pouvez rien dans ce sens-là, moi je dis encore, c'est le CNRD qui est responsable de cela. À chaque fois, je prends l'exemple sur le CNT. Le CNT prend des initiatives dans le cadre de notre sortie de cette transition. Aussitôt, le CNRD, à travers le colonel Aminata Diallo, fait des sorties pour désavouer le CNT. Et si, puisque c'est la première institution de cette transition, le CNRD, s'ils ne sont pas d'accord, d'ailleurs on ne les connaît même pas en tout, on dit que c'est l'armée, le CNRD, s'ils ne sont pas complices de cette sortie du ministre des Postes et Télécommunications, mais qu'ils en fassent autant une communication pour dire que, pas pour le désavouer, mais nous ne sommes pas... Pour recadrer. Pour recadrer, les choses. Oui. Ce n'est même pas le Premier ministre qui doit faire ce travail-là. Parce que ce qui arrive en Guinée aujourd'hui, ça touche l'État, ça touche l'administration du CNRD, que le CNRD a mis en place, l'organe central de cette transition. Oui. Ça reste de la honte, mais aussi la manière dont le ministre est en train de procéder. C'est de l'arrogance pure et simple. On n'a aucun respect pour le citoyen guinéen. Oui. À bafouer ses droits les plus élémentaires. Aujourd'hui, l'information, que tu veux ou pas, il y a des médias qui passent par l'Internet et qui sont bien suivis par bien de Guinéens, mais aussi au-delà de nos frontières. Mais ce que vous nous faites aujourd'hui, moi je me dis, ce n'est pas une leçon que vous voulez nous donner. Vous ne donnez de leçon à personne. Je reprends Alphonse qui dit que, voilà, si on n'avait pas un Ousmane Gawal pendant cette transition, dans l'exercice du pouvoir, on allait dire, ah, on a perdu un cadre, un intellectuel de haut niveau, un ministre. Mais heureusement qu'on l'a vu à l'œuvre pendant cette transition. Merci beaucoup, merci. Et malheureusement qu'il soit... Mais quand même, tout n'est pas noir avec lui. Non, mais c'est pas... Voilà, c'est aussi d'éviter de faire un procès. Non, mais tout ce qui a été dit hier se révèle aujourd'hui à travers cette sortie. Merci. Et tous ceux qui l'ont qualifié. Et c'est Dalin qui doit être content. Et malheureusement, que cela passe par lui. Merci beaucoup. Merci Alphonse. Une précision importante. Tout n'est pas noir. Il faut rappeler, son crime n'est pas pendable. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le CNRD, Ousmane Gawal notamment. Il se bat comme un beau diable, même si tout n'est pas noir, parce qu'il faut relativiser aussi. Beau diable dans la manipulation. Parce que avoir aussi un discours linéaire, ce serait pas bien. Tout n'est pas noir. On va marquer une courte pause. Ça, c'est balle perdue. On se retrouve dans un court instant.